Metin Arditi, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. C'est véritablement un plaisir et un honneur de vous avoir dans Variant les éditions en live. Metin, vous avez un parcours totalement atypique, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a poussé de passer des études de génie atomique pour devenir ensuite écrivain? Qu'est-ce qui a fait ce déclic tout simplement? Comment êtes-vous devenu écrivain? Alors, ça remonte loin. Euh, L'explication des événements importants de la vie se trouve toujours dans l'enfance. Quand j'ai eu 7 ans, mes parents, qui habitaient la Turquie, m'ont mis en internat en Suisse. J'ai passé 11 années en internat. Et durant ces 11 années, où, il faut le préciser quand même, la distance entre la Suisse et la Turquie n'était pas celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone, les voyages étaient compliqués. Je passais mes vacances de Noël, de Pâques et un des 2 mois de vacances d'été en internat. Je voyais très peu mes parents. Et les plus belles émotions durant toutes ces années, c'était des émotions qui étaient liées aux activités artistiques que j'avais la possibilité d'entreprendre à l'école. La plus importante de toutes, c'était le théâtre, qui m'a vraiment sauvé. Et du reste, dans Rachel et les siens, si Rachel est dramaturge et Ida actrice, ce n'est pas le fruit du hasard. Et puis, à côté de cela, il y avait la musique, les instruments, la guitare, le piano, le chant et l'écriture. Je commençais à écrire des petites choses très mauvaises, comme beaucoup, hein, mais enfin, ça m'apportait beaucoup. Et quand j'ai eu, à 13 ans, je devais faire un cadeau à ma mère, je n'avais pas d'argent, je lui ai écrit un conte et il a été publié en France. Un de mes camarades d'internat était le fils du représentant du groupe Hachette en Suisse, il connaissait Madame Lazareff, enfin, une chose en amenant une autre, c'était un peu les débuts. Lorsque j'ai terminé mes études secondaires, mon père voulait absolument que j'entreprenne des études d'ingénieur. Et à l'école polytechnique à Lausanne, il y avait une section qui était un peu différente des autres. C'était un peu les Zoulous. C'était la physique. Et bien entendu, j'ai choisi la physique parce qu'il y avait une composante philosophique et on peut le dire peut-être aussi artistique, très créative en tout cas. Et donc, j'ai complètement fermé toute cette parenthèse de 11 années pour la rouvrir bien plus tard, à une époque où chaque jour, je lisais des fables de La Fontaine. Je les lisais dans un but très précis. J'avais quitté la physique, j'étais rentré dans les affaires marchaient bien, et elles marchaient même à un niveau qui était inquiétant. Elle marchait trop bien. Je voyais autour de moi aussi des camarades, des collègues dont les comportements étaient quand même préoccupants. L'argent fait tourner les têtes. Et pour moi, La Fontaine, c'était au quotidien une leçon d'humilité. Il me ramenait les pieds sur terre. Du reste, si La Fontaine a un style qui est absolument unique dans la littérature française, c'est peut-être le plus grand de tous les poètes, et Dieu sait qu'il y en a, sa sagesse, elle, est orientale. Il l'a emprunté à Ésope. Et donc, je m'accrochais à La Fontaine comme on s'accroche à une bouée. Et puis voilà qu'un jour, je fais la connaissance d'un professeur de lettres de l'Université de Genève qui organise un colloque. Il m'invite à parler de La Fontaine, non pas comme expert, je ne l'étais pas, mais vraiment comme le citoyen, l'honnête homme qui lit ça au premier degré, qui en tire ce qu'il en tire. Et ça a bien marché, et puis j'ai transformé cela en livre.
édité à Genève, chez Zoé, une très belle maison. Et puis une chose en amenant une autre, j'y ai pris goût. Et puis après La Fontaine, que j'appelais le fabuliste infréquentable, parce que derrière toutes ces belles fables, il y a aussi peut-être une certaine complaisance avec le pouvoir en place, etc. Après La Fontaine, je voulais continuer d'écrire. Je trouvais que c'était une idée intéressante que de faire exactement le chemin inverse, c'est-à-dire de prendre un écrivain, un poète, un penseur vilipendé, damné, et montrer ce qu'il y avait en lui de beau et de chrétien. Et j'ai fait un essai sur Machiavel. Et puis ensuite, j'ai fait encore un essai sur Nietzsche et puis Van Gogh. Et puis finalement, je me suis mis au roman. Donc voilà un petit peu, c'était un processus. C'est pas venu d'un coup. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce texte sur La Fontaine, j'avais 45 ans, j'ai retrouvé des joies d'enfant à l'écriture. Et puis, bien entendu, une chose en amenant une autre, j'y ai pris goût. Et depuis, c'est un besoin au quotidien que d'écrire. J'ai d'ailleurs beaucoup écrit. Je suis à 22 livres, donc j'ai beaucoup écrit. Alors justement, ce sont vos manuscrits qui sont derrière sur votre bureau? Oh là là, il y en a partout, si vous voyez dans la maison. Aussi à l'étage. Ici, c'est la bibliothèque. Je ne sais pas ce que vous voyez derrière moi, mais non, et j'essaye encore d'être assez ordonné ici, mais à l'étage, dans une pièce qui est rien que pour moi. Alors là, c'est vraiment le bordel. J'avais une question, Métine, par rapport à la langue française. Comment avez-vous découvert la langue française? Est-ce que justement c'était par La Fontaine? Comment êtes-vous arrivé à cette langue-là? Alors, je le raconte dans un autre texte qui est le dictionnaire amoureux de l'esprit français. Vous savez, dans la collection Plomb, je raconte qu'à Istanbul, dans ma famille, mes deux parents n'étaient pas intellectuels du tout. Chacun avait quitté l'école vers 14 ans, comme c'était souvent le cas en Turquie. Très peu de gens poursuivaient des études, même jusqu'au bac. Et pourtant, dans ma famille, on entendait 5 langues. Et parmi ces langues, il y en avait une qui était plus qu'une langue, et c'était le français. Pourquoi est-ce que c'était plus qu'une langue? Parce que donc les autres langues, c'était le turc, l'espagnol, le grec et l'allemand, que parlait mon père avec ma gouvernante qui était autrichienne. Pourquoi est-ce que le français était plus qu'une langue? Parce que le français portait des valeurs. La Turquie était à l'époque, comme je n'ai pas besoin de faire un dessin, elle est toujours sujette à des mouvements politiques divers et variés, pas forcément toujours dans le sens de la démocratie extrême. Et donc, le français nous venait vraiment comme un message d'espoir et de dignité. On parlait français à table. Et le français, c'était un honneur. Encore une fois, ce n'était pas seulement une langue, c'était un honneur. Lorsque j'ai eu 7 ans et que mes parents m'ont mis dans un internat en Suisse romande, comme on dit, c'était près de Lausanne, du coup, le français est devenu ma langue. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'apprendre d'autres langues. À un moment donné, quand j'étais étudiant en Amérique pendant quelques années, je parlais l'anglais et je l'écrivais bien mieux que le français. Mais ce temps a duré un peu. Et puis maintenant, évidemment, depuis des années, ma langue, c'est le français. Ça ne peut pas être autre chose. D'où le fait que vous écriviez en français sans traducteur, euh, forcément. Forcément, donc c'est votre langue d'écriture, clairement. Euh, Justement, je rebondis là-dessus, Métine, sur le fait que vous soyez parti de Turquie à l'âge de 7 ans. Toute votre œuvre est caractérisée par ce déracinement. Est-ce que Rachel et les siens est, alors je ne dirais pas votre roman le plus intimiste, parce que celui sur votre père est quand même très intime, mais celui-ci, est-ce que Ida, tout simplement, est-ce que le personnage d'Ida, c'est quand même en grande partie un peu vous?
Ida, moins que Rachel. Moins que Rachel? Ah oui, oui, oui. Ida, moins que Rachel. C'est marrant parce que on ne m'a jamais autant demandé si j'étais vraiment dans un des personnages d'un de mes romans, autant qu'on me le demande pour Rachel. Alors qu'ils sont tous féminins. Oui, qui est une femme. Et effectivement, je pense que volendo nolendo, n'est-ce pas, ces choses-là ne se commentent pas. Quand on écrit, ou alors c'est pas de la littérature, c'est de la fabrication. Mais quand on écrit, on ne fait pas, on n'entre pas en dialogue avec son subconscient, on le laisse faire. On n'essaie pas de le canaliser. Et effectivement, c'est depuis que le livre est sorti et qu'on m'interroge dans différentes circonstances, je me rends compte à quel point j'ai mis de moi-même dans ce personnage. Alors, moi, ce qui m'a frappé clairement dans votre roman, c'est le fait d'arriver comment dire, à raconter des choses qui sont extrêmement graves, mais la plupart du temps, vous les faites soit avec douceur, soit de façon très lapidaire, et c'est ça qui donne une force assez incroyable au roman. C'est que, je prends l'exemple, par exemple, alors je ne sais pas si on peut en parler, parce que ça arrive, je pense, de mémoire, au début du livre, vers les pages 60, mais quand Ida fait une tentative, je ne dirai pas de quoi, mais c'est traité de façon très facile, entre guillemets, en deux phrases. Et c'est peut-être là où vous arrivez à faire comprendre au lecteur que les choses sont un petit peu plus compliquées que cela. Moi, j'ai sans cesse à l'esprit ce mot de Marguerite Duras qui disait « Il faut laisser au lecteur sa part de travail ». Et je suis toujours surpris, d'abord parce que je suis très bavard, et donc je passe mon temps à enlever, et je me rends compte que ça va très bien. Après que j'ai enlevé, je recommence, ça va toujours très bien, ça va même mieux. Et puis, je suis toujours surpris, et vraiment, je ne dis pas ça par démagogie, mais je suis toujours surpris par l'intelligence du lecteur. À quel point un lecteur arrive à capter des choses quand les choses sont à peu près dites, n'est-ce pas, à peu près correctement dites, mais qui n'a pas besoin d'excès de mots. Il capte, il comprend et il s'engage en quelque sorte, n'est-ce pas? Il en fait son affaire. C'est pas toujours très, très simple pour quelqu'un comme moi qui est un bagage qui va dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai fait de la physique et puis ensuite j'étais dans les affaires pendant longtemps. Et ce sont des activités dans lesquelles vous passez votre temps à expliquer, à convaincre, à chercher à convaincre, à expliquer. Il y a une démonstration physique. Il y a une forme de démonstration dans les affaires, quelle que soit l'affaire, pour convaincre la personne que c'est un bon produit, qu'il est meilleur, qu'il est moins cher que l'un que l'autre, que ce soit un avion que vous vendiez ou une pizza, la démarche est la même. Et en écriture, il faut faire exactement l'inverse. Dans l'écriture, on n'explique pas, on raconte. C'est un conte. Et ça, je dois lutter contre ça. Mais si vous voyez en mes documents, chaque livre, je l'ai réécrit 30, 40 fois, 50 fois. Et ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas par coquetterie, c'est par nécessité. Et j'enlève autant que je peux enlever. Il reste ce qui reste. Et voilà. Il reste quand même plus de 500 pages dans celui-ci. Il reste quand même plus. Ah oui, mais après, j'ai flirté avec les 800, etc. Et puis, dans ces 800, il y en a que j'avais déjà enlevé, que j'ai ajouté. Ouais. Bon. Puis un jour, on s'arrête, quand même. Il faut. Céline? Bonjour, bonjour à tous. Je l'attends d'avoir lu votre roman il y a quelques questions, mais je vais Je ne vous entends pas très, très bien. je vais peut-être monter le volume. Est-ce que c'est mieux si je monte le son? C'est mieux, oui. C'est mieux, oui.
Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir lu votre roman il y a quelques semaines et je l'ai beaucoup apprécié, notamment pour toutes ces dimensions historiques, puisque très franchement, j'y connaissais rien. C'est assez étranger à ma culture, à mes origines, etc. Donc, je suis ravie d'avoir pu approcher avec un point de vue beaucoup plus humanisé le conflit israélo-palestinien, entre autres, etc. Enfin, voilà, donc merci beaucoup pour cet apport très intéressant. Et du coup, j'avais deux questions, en tout cas, deux questions en une. Pourquoi avoir choisi le personnage d'une femme pour aborder toutes ces années et ces conflits à travers le regard d'une femme, alors que j'ai pas lu tous vos romans, mais je crois que c'est pas franchement fréquemment le cas. Vous avez plutôt tendance à prendre des héros masculins. Donc voilà, pourquoi avoir choisi une femme et pourquoi lui avoir donné une destinée aussi mélodramatique, puisque finalement, ce qui se passe autour d'elle pouvait être suffisant. Et là, alors sans spoiler pour tous ceux qui ne l'auraient pas lu, il lui arrive beaucoup de choses personnelles aussi qui n'ont pas forcément à voir avec les lieux. Donc voilà, pourquoi lui avoir mis autant d'intensité? Alors, pour répondre à votre première question, il faudrait que je fasse un bilan, mais d'une manière générale, je crois que j'ai quand même le centre de gravité de mes personnages, il est quand même du côté féminin, nettement. Et ça, c'est, disons, peut-être le centre de gravité en comptant les lignes ou les pages, mais si l'on ajoute la qualité du personnage, la force du personnage, alors là, du coup, il est complètement du côté féminin. Et mes beaux personnages sont féminins. C'est peut-être dans Victoria Hall, le personnage de la chanteuse, c'est vraiment le plus fort des personnages, ou de la mère. Et ce sont des personnages qui interviennent relativement peu. Tandis que le personnage central, le banquier, Armand Hugues, disons que je l'aime bien, mais enfin, je vois ce qu'il fait avec un petit sourire. Pas les personnages féminins. Donc, ce n'est pas une exception du tout. Pourquoi est-ce que je choisis Rachel? Je vous assure, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ce livre s'est fait en 10 années. Je l'ai commencé il y a 10 ans. Je l'ai interrompu 2 fois. C'est la seule fois où j'interromps un livre. En général, dans tous les autres cas, je commence un livre, je le termine. Ça ne veut pas dire que chemin faisant, je ne suis pas au désespoir et je ne me dis pas j'arriverai jamais, mais j'ai toujours réussi à boucler le livre. Tandis que là, je l'ai interrompu 2 fois parce que c'était trop lourd. C'était aussi des années où j'étais beaucoup au Proche-Orient pour mettre en place mes fondations, justement. Et être au Proche-Orient et s'occuper de ces problèmes, ce n'est pas quelque chose de très léger. Et en plus, si quand je rentre, je dois me mettre à écrire là-dessus, c'était beaucoup. Donc, je l'ai interrompu 2 fois. Et il y a 3 ans, je me suis dit, il faut que je sorte ce livre de mon système. Et puis voilà, ça a été fait. Pourquoi je ne me souviens pas, je ne sais même pas si j'ai eu un moment d'hésitation. Je crois que Rachel s'est imposée naturellement. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était... C'était toute la dimension très mélodramatique finalement de sa destinée au-delà. Ah, écoutez, ça, c'est... Comment vous répondre? Un roman, c'est des personnages, c'est pas une histoire. C'est pas l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire avec un petit H. C'est des personnages et c'est leur vie, c'est ce qui leur arrive, c'est ce à quoi le lecteur peut s'identifier. Sinon, ce n'est pas un roman, c'est un essai. Et ce que je sais, ce du moins en quoi je crois, mais vraiment dur comme fer, c'est que le roman est infiniment plus puissant que l'essai. Parce que le roman, lorsqu'il est lu, déjà, d'une manière générale, les tirages de romans sont beaucoup plus élevés que les tirages d'essais, surtout de nos jours. Bon, de temps en temps, il y a le livre d'un politique ou bien Zemmour qui fait un tabac, parce que bon, mais je dirais les essais vraiment profonds, sérieux, c'est des tout petits tirages et les romans sont des tirages plus importants. Mais surtout dans le roman,
le lecteur s'identifie au personnage. Et la clé, elle est là. Je vous raconte une petite histoire. Je ne veux pas citer de nom, mais l'histoire, je vous jure, elle est vraie. J'ai un très cher ami à Paris, très cher, qui est de ma génération, qui est un grand éditeur, un grand écrivain. Nous avons des discussions sur 1000 sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Les sujets les plus importants, le monde littéraire, pour lequel nous avons un regard assez distant, les femmes, pour lequel nous avons un regard peu distant, etc. Il y a un sujet sur lequel, et nous sommes toujours d'accord, il y a un sujet sur lequel nous sommes en désaccord total, c'est le Proche-Orient. Il a des idées qui sont très opposées aux miennes. Nous en avons discuté 100 fois, avec amitié, avec chaleur, 100 fois, et même avec humour. Il n'a pas bougé. Alors j'ai beau lui, je connais beaucoup mieux le Proche-Orient que lui, il n'a pas bougé ses positions d'un millimètre. Il a lu mon livre et il m'a écrit un message assez long dans lequel j'ai retenu ces mots: tu as ébranlé mes convictions. Ça, c'est un roman qui peut le faire. Jamais un essai. J'aurais pu écrire 50 essais, je n'aurais pas reçu ce genre de réponse. Parce que l'essai ne laisse place à aucune interprétation, alors que le roman beaucoup plus par rapport au lecteur. C'est-à-dire, depuis que le monde est monde, l'homme a besoin de romans. Il a besoin d'histoires. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Ce sont des histoires. Et l'Ancien Testament, comme on dit, le Nouveau Testament, ce sont des histoires, ce sont des aventures. La vie de Saint Paul, ce sont des aventures. La Kabbale, ce sont des aventures, c'est des histoires. L'homme a besoin de pouvoir s'identifier, se projeter dans des personnages. Et un roman, c'est des personnages. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me sens toujours très, très engagé dans l'écriture, parce que j'ai le sentiment, certainement immodeste, que ça apporte quelque chose au lecteur. Jean-Marc? Oui, bonsoir à tous, bonsoir Métine. Je suis vraiment d'abord ravi de vous parler. Je vais faire 2 minutes ou 30 secondes de côté très fan, mais je le suis vraiment et je vous le dis très sincèrement et depuis longtemps. Donc, pour une fois que je vous ai en face de moi, je vous le dis, j'ai adoré vraiment. Plusieurs de vos livres sont dans mon. Prenez tout votre temps pour parler comme ça de mes livres. Hein. Plusieurs de vos livres, je pense notamment au Turquetto, bien sûr, au Turquetto, et puis surtout à l'enfant qui mesurait le monde. Qui mesurait le monde, j'avais qui dessinait, mais c'est Qui mesurait le monde, qui est pour moi un livre absolument exceptionnel, et d'autres. Voilà, j'arrête sur cette phase-là, mais je reviens sur Rachel maintenant, Rachel et les siens. Et d'abord, comme l'a dit Céline tout à l'heure, je trouve que vraiment le tour de force de ce livre, c'est d'avoir, pour quelqu'un comme moi, qui était, somme toute, assez distant de cette partie historique, avoir réussi le tour de force en 500 pages, non pas de nous faire comprendre, je n'ai pas le sentiment d'avoir compris toutes les complexités historiques du conflit judéo-palestinien, mais en tout cas de nous avoir remis en mémoire un certain nombre de tenants et aboutissants. Et ça, bravo pour ça, parce qu'effectivement, moi j'ai appris énormément de choses. Et puis la question, c'est finalement, vous avez évoqué tout à l'heure le conte, et moi j'ai toujours l'impression que vous êtes un formidable conteur, et quand vous dites tout à l'heure que vous aimez raconter des histoires, c'est là. Et sur Rachel, justement, sur Rachel et les siens, j'ai eu l'impression d'un conte, mais peut-être par rapport à d'autres, et c'est là ma question, elle était un peu longue, peut-être par rapport à d'autres, que vous aviez souhaité vous adresser peut-être à un public plus large ou une audience plus large. Je vais même dire qu'à certains moments, je me suis demandé si, pas des enfants, mais en tout cas des adolescents, des jeunes lecteurs, ne pouvaient pas trouver tout à fait leur compte dans ce livre. Je ne sais pas si c'était voulu ou si vous avez eu aussi cette impression, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, rien n'a été voulu. Vraiment, rien n'a été voulu. Il faut que cette réunion a été mise à niveau par l'animateur et
rien n'a été calculé, rien n'a été voulu. Vous savez, dans l'écriture romanesque, il y a un certain nombre de difficultés et chacune de ces difficultés vraiment accapare. Il faut trouver une histoire, n'est-ce pas? Il faut construire une histoire et ensuite, il s'agit de la raconter de manière juste, c'est-à-dire en écoutant ces personnages. Moi, je n'arrive pas à dire à mes personnages ce qu'ils doivent faire. J'écris, et je relis, et je me dis, est-ce que je suis honnête? J'ai ce sentiment de culpabilité qui est épouvantable. J'ai peur de trahir mes personnages. Ça me hante. Vous ne pouvez pas savoir. Ça a l'air idiot ce que je dis, puisque ces personnages sont des fictions. Mais pour moi, ce n'est pas des fictions. Et donc, c'est déjà une grande difficulté. Trouver l'histoire, écouter ces personnages, c'est-à-dire écrire et réécrire ce qu'ils ont comme réaction dans telle ou telle situation. Et puis ensuite, nettoyer le texte, comme je le disais tout à l'heure, le simplifier, le fluidifier. Et tout ça me prend entièrement. C'est-à-dire qu'au-delà, je ne peux pas imaginer ajouter encore des objectifs que je me fixerais, tels que m'adresser à tel ou tel segment de lecteurs, etc. Ça m'est impossible. D'abord, je trouve que ce ne serait pas juste du point de vue de la déontologie de l'écriture, et puis surtout, ça dépasserait complètement mes énergies. Elles sont essentiellement dans l'écoute des personnages. Écrire, c'est écouter, en fait. Voilà, c'est écouter. Et moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Est-ce que je sais, dans telle ou telle situation, comment ils vont réagir? Je n'en sais rien. Je peux faire des hypothèses. Eh bien, on est exactement dans cette situation devant des personnages fictifs. Alors, il vient ce qui vient, et puis lit le texte, celui qui lit le texte. Mais c'est vrai que je rejoins aussi Jean-Marc sur le côté didactique, pédagogique même, je dirais, de ce livre. On a l'impression que c'est un livre qu'on pourrait étudier au lycée, ou en effet, c'est un livre qui appréhende le conflit israélo-palestinien déjà avec une certaine bienveillance et évidemment une immense connaissance, mais ça recentre aussi le débat en France sur des termes si particuliers d'arabe israélien, notamment, qui sont la plupart du temps galvaudés. Et je trouve que les termes sont véritablement bien choisis et remettent dans leur contexte quelque chose qui est la plupart du temps mal compris, en tout cas en France. Écoutez, je vous remercie pour ces mots parce qu'effectivement, ils sont doux à mes oreilles. Je dirais aussi, vous savez, il s'est passé quelque chose dans l'écriture de ce roman. Il y a à peu près sur les 500 pages, il y en a à peu près, comme ça de mémoire, 120 ou 150 qui se passent à Istanbul, n'est-ce pas? À l'époque du varlık vergisi, ce fameux impôt sur la fortune qui était totalement confiscatoire, qui était monstrueux, dirigé sur les minoritaires, les Juifs, les Grecs, les Arméniens et les Kurdes, et qui a causé des dégâts immenses à l'économie, à ces familles et tout ça. Moi, je parle un peu le turc, pas très bien. Pour vraiment approfondir le sujet, j'ai trouvé pas mal de littérature traduite. J'étais bien sûr à Istanbul, j'ai parlé avec certains des historiens qui ont beaucoup écrit là-dessus. Et puis, j'avais quand même en main des livres en turc que je n'étais pas à même de les lire. Et j'ai 2 amis turcs à Genève qui sont des jeunes femmes qui ont la jeune cinquantaine, qui sont turques, nées en Turquie, qui parlent un turc parfait, et elles m'ont aidé. Et qu'est-ce qu'elles m'ont dit au terme de nos échanges? Je ne savais pas. Et c'est tout à fait sincère. Je ne savais pas tout ce qui s'est passé pendant ces années du varlık vergisi, c'est-à-dire de 41 à 43, 44.
Je ne savais pas. Donc, effectivement, il y a un côté involontairement pédagogique, mais qui est aussi, vous voyez, c'est tellement surréaliste ce qui s'est passé. Ce qu'il y a de terrible, c'est que ça continue. Ce qu'il y a de terrible, c'est que l'Occident non seulement ne comprend toujours pas l'Orient, et on le voit au quotidien. Le voyage de M. Macron au Liban, plein de bonne volonté, le pauvre garçon, il est allé là-bas, il a pris des risques et tout, et il s'est engagé à faire, à refaire, à nommer l'un, nommer l'autre. Résultat des courses, patatras, comme dirait l'autre, pchit, il ne s'est rien passé. J'ai le sentiment souvent que l'Occident considère en quelque sorte au-dessous de son rang de se donner la peine de comprendre l'Orient. Prenons ce voyage de M. Macron au Liban, voyage qui avait du panache, n'est-ce pas? Voyage qui était courageux, qui était plein de disons, de bonnes intentions, d'intentions très, très généreuses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est normal, je suis là, la France est là, et du reste, depuis longtemps, puisque la France était mandataire pour le Liban, n'est-ce pas? Après la conférence de San Remo en 1920, de la même manière que la Grande-Bretagne était mandataire pour la Palestine. Mais cette conférence de San Remo, qui venait après les accords Sykes-Picot, où la France et l'Angleterre, en 1916, avaient chargé 2 diplomates de 3e ordre, parce qu'ils n'étaient ni ministres ni grands ambassadeurs, de, en quelque sorte, faire un découpage de tout l'Orient et d'attribuer à grands coups de règles telle partie à la France et telle partie à la Grande-Bretagne. Et ça, c'était en 16. L'Empire ottoman était toujours sur pattes. Il allait mal, mais il était sur pattes jusqu'en 18-19. Et en 20, il y a eu la conférence de San Remo, qui était, d'ailleurs j'en parle, je crois que c'est à la page 167, lorsque Mounir écrit à ses sœurs depuis Beyrouth, où il a fait un travail sur les relations entre l'Orient et l'Occident, hein, en 22, je crois, quand il écrit sa lettre. Et il reprend les termes du préambule de la conférence de San Remo, qui dit en quelques mots que les puissances occidentales, par leur expérience, acceptent d'aider les pays, les populations du Proche-Orient à accéder à la majorité, et que ces pays, en quelque sorte colonisés, doivent se montrer reconnaissants à l'égard du colonisateur. C'est-à-dire que M. Macron s'appuie sur quelque chose qu'il aurait mieux fait d'oublier. Parce que ce quelque chose, la conférence de San Remo, qui était le début de la fin, c'est une honte. Et c'est une honte qui est signée des grands pays d'Occident. Et voilà que la chose continue. Et vous voyez ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Liban, en Palestine, en Libye. Ça continue. L'Occident est partout et ne règle rien. C'est très bien vu. Rita, c'est parfait, Métine, merci. Oui, Rita, vas-y. Bonsoir Métine. Oui, bonsoir Métine, bonsoir à tous. Alors, de mon côté aussi, j'ai commencé la lecture de votre livre et je peux aussi vous dire que je suis en adoration face à cette force de narration que vous avez, cette capacité en fait de lier la fiction à l'histoire d'une manière tellement belle et tellement profonde, sachant que vous touchez en fait finalement au plus compliqué avec simplicité. Et ça, en tout cas, de mon côté, j'apprécie énormément. Alors, merci. Alors ça, c'était
pour vous dire mon ressenti et pour ma question qui est aussi finalement basée sur un constat, en tout cas un ressenti par rapport à cette partie du livre que j'ai lu. Je ressens une position pro-palestinienne et pro-israélienne à la fois. Et ce n'est pas un hasard si je commence par la cause palestinienne, puisque vous êtes juif et donc aussi attaché à l'État d'Israël. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette position? Je n'ai pas compris. Vous dites, c'est moi qui suis juif et Alors, attaché? Non, je n'ai pas compris. Alors, en fait, moi, je voudrais juste savoir, en fait, est-ce que cette position pro-palestinienne et israélienne à la fois, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, en fait, aussi passer est-ce que c'est aussi un signal de paix, peut-être, que vous voulez envoyer via ce livre? Est-ce que c'est une position, une non-position, si on peut dire ça? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette position en tout cas? Écoutez, je vous remercie pour cette question. Ce livre, je l'ai fait lire à des amis palestiniens et à des amis juifs. Et j'ose le dire, à la fois, tous l'ont beaucoup aimé et aucun n'a eu le sentiment que c'était un manifeste. Pas un seul. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire que mes sentiments, ils sont très sincères. Moi, je suis un peu, je ne sais pas à quelle page vous en êtes. Est-ce que Rachel a quitté le lycée, là où vous êtes maintenant, ou pas encore? Est-ce qu'elle a eu 18 ans? Alors, oui. Alors, non, je n'y suis pas encore. C'est le... Non. Alors, c'est pour ça que je précisais, effectivement, c'est le tout début. Enfin, je suis en partie et je ressens en fait que vous êtes des deux côtés. Pour moi, enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout... J'apprécie même. C'est sûr, je suis des deux côtés parce que, vous savez, j'ai une adoration pour Van Gogh. J'ai écrit plusieurs textes sur Van Gogh. J'ai vraiment une adoration. Ce n'est pas une fascination, c'est quelque chose de beaucoup plus sentimental. Et ce que je trouve exceptionnel chez Van Gogh, et que le monde apprécie, puisque vous voyez ces toiles à combien elles se vendent, alors que ce n'est pas un peintre qui a une technique extraordinaire, c'est que entre les êtres humains, il y a une parfaite horizontalité. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. C'est une ligne droite parfaite. Et moi, je me refuse à penser qu'il y a un peuple qui est supérieur à un autre. Je suis, sur ce point-là, totalement inaccessible. Et ça me cause des fois des problèmes dans ma communauté, dans ma famille. Je ne vous le cache pas. Je suis considéré souvent comme quelqu'un qui est antisémite parce que je ne suis pas constamment à mettre en avant les thèses d'Israël. Bon, ok, so what? Je veux dire, je vis avec ça. Je vis avec ça. Ça m'est égal. Je l'assume complètement. Mais je me refuse à penser qu'il y a un peuple qui mérite plus ou moins que nôtre et qu'il y a des hommes qui méritent plus ou moins que d'autres. Alors, évidemment que j'ai un attachement historique à l'égard d'Israël qui a évolué avec le temps. Quand j'étais plus jeune, il était beaucoup moins nuancé. Maintenant, il est plus nuancé. Puis les choses ont changé aussi en Israël. On ne craint plus l'invasion de tous ces pays arabes sur Israël qui vont rejeter les Juifs à la mer comme on le craignait avant 67. 67, c'était une date extrêmement importante, la guerre des 6 jours. Donc, forcément, j'ai un amour pour Israël, j'ai une admiration pour Israël. Et puis, j'ai une immense tendresse pour la Palestine.
Et c'est un peuple qui, en fait, est très, très proche du peuple juif, sous beaucoup d'aspects. Sous plein d'aspects. Et j'ai dit dans une interview, je crois que c'était à Libération, j'ai un ami palestinien qui est Elias Sambar. En tant que juif, quand je suis avec lui, je me sens plus protégé que dans n'importe quelle situation, alors qu'il est palestinien. Donc, voilà, j'aime le poisson et la viande, les desserts et les plats salés. J'aime tout. Et je ne vois pas pourquoi je dois absolument choisir un camp. Elle le dit, Rachel, vous verrez quand il y a une discussion. Moi, je suis un peu... Dans le roman, il y a un personnage de fiction. Donc, Rachel écrit des pièces de théâtre. Et il y a un personnage d'une de ces pièces qui sera censurée dans l'école où elle est, le lycée de Herzliya. Et la pièce s'appelle Le cri de Rabbi Seligman. C'est une pièce drôle. Alors, Rabbi Seligman, c'est un rabbin qui vient de Russie, qui est venu donc en Palestine voilà, dans les années 20, au début des années 20, et qui est absolument émerveillé par ce qu'il voit à Tel Aviv, qui est en train de se construire. Chaque semaine, la ville a un autre visage. C'est exceptionnel ce qui se passe à Tel Aviv à cette époque-là. Et puis, vous savez qu'il y a une tradition dans la religion juive, à Pâques, on dit toujours l'année prochaine à Jérusalem. Et lui, il se dit, Rabbi Seligman, il se dit, mais si tous les Juifs vont à Jérusalem l'année prochaine, il y aura des problèmes parce qu'il y a aussi des Arabes qui vivent là-bas. En revanche, à Tel Aviv, où il n'y a que des Juifs, et c'est eux qui ont construit cette ville sur le sable, il n'y a pas de problème. Il faut que tout le monde vienne ici. Et lui, dans son esprit, chaque Pâques, au lieu de dire l'année prochaine à Jérusalem, il dit l'année prochaine à Tel Aviv. Jusqu'au jour où il le dit à haute voix. Et il se fait engueuler par sa communauté, sa synagogue, etc. Et donc Rachel raconte cette pièce. Évidemment, cette pièce, elle est censurée par le lycée parce qu'ils disent « Mais alors, tu es avec qui ?» Et elle dit « Eh bien, moi, je ne choisis pas mon camp. » Voilà. Donc, en cela, je suis un peu Rabbi Seligman et un peu Rachel. Il faut noter, Métine, que c'est justement là la puissance du texte, c'est que vous revenez au fondement même de ces deux peuples, sur la notion notamment de sémite, tout simplement, où ces deux peuples sont très identiques. Ils mangent la même chose, ils vivent de la même façon, ils se vêtissent de la même façon. Et c'est ça, là où je trouve ce roman est différent de beaucoup d'autres, c'est qu'il n'est pas manichéen, et en même temps, il arrive à donner un son, une image, des voix à ce conflit que beaucoup ne connaissent pas et continuent de regarder des informations télévisées la plupart du temps, qui sont la plupart du temps tronquées. Mais à la base, vous l'expliquez parfaitement, c'est-à-dire que vous revenez véritablement à la genèse de ce conflit et notamment aux 4 siècles où ces deux peuples ont vécu ensemble, tout simplement, sous l'Empire ottoman. Et ça, c'est une prouesse que peu de romanciers arrivent à faire. Karine, c'est à toi. Oui, bonjour Métine Arditi, bonjour tout le monde. Moi, je n'ai pas lu le livre et en fait, j'attendais beaucoup de cette rencontre et c'est au-delà de mes espérances. Donc voilà. Non, très déçue, très déçue. Non, non, il y a ce roman, je le savais, allait avoir beaucoup d'écho en moi. J'ai porté la croix de David et un kéfier pendant toute mon adolescence. Donc, donc j'ai vraiment l'impression qu'il va me parler. Mais on sent quand même, et je vous connais plus comme un peu avec tout le parcours que vous avez, comme un habitant du monde un petit peu. Et je voulais que vous nous parliez de vos engagements et notamment de vos fondations. Vous les avez un petit peu évoquées, mais vous n'êtes pas rentré dans le sujet. Est-ce que ça vous embêterait de nous en parler? Avec plaisir.
Il y a le couvre-feu. C'est justement pardon Métine, mais c'est justement par le biais des fondations que je pense que beaucoup d'entre vous vont comprendre la position de Métine, tout simplement. Bref, je le laisse parler, mais voilà. Alors, j'ai 4 fondations. Je préside 4 fondations. 3 d'entre elles, je les ai créées et je suis le seul à les soutenir. La première, c'est en 88. Elle s'appelle Fondation Arditi à Genève et ses activités sont nombreuses, mais elles se limitent à Genève. Pour des raisons, les fondations sont soit cantonales en Suisse, soit internationales, pas sur plusieurs cantons. Celle-ci, j'aide l'université, le conservatoire, longtemps l'orchestre de la Suisse romande, j'ai donné un auditorium à l'université, enfin, il y a un certain nombre d'activités. Là, c'était en 88 que je l'ai créé, j'étais très jeune. Et tout à coup, c'était l'époque de La Fontaine. J'avais les moyens et puis je me suis lancé là-dedans. C'était aussi parce que pendant longtemps, j'avais enseigné en à côté à l'école polytechnique, puis j'avais cessé d'enseigner justement pour m'occuper plus de mes affaires, puis ça me manquait, puis voilà. Ensuite, je voulais depuis longtemps faire quelque chose au Proche-Orient. Mais quoi ? Rien, quelque chose d'infinitésimal, ne serait-ce que pour pouvoir me dire j'ai fait un petit quelque chose. Et ça a commencé avec les instruments de la paix, que j'ai créé avec mon ami palestinien Elias Sambar, et nous avons opté pour une formule qui ne consiste pas à mélanger les garçons et les filles dans un orchestre, ce que faisait déjà Barenboim et qu'il avait commencé avec Edouard Saïd, mais de favoriser l'éducation musicale des enfants en Palestine et en Israël. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on finance des professeurs, on finance des achats d'instruments. À Bethléem, on a créé le premier centre en Palestine de fabrication et de réparation d'instruments à cordes. Il n'y en avait pas. Si quelqu'un devait faire réparer son violon ou son oud, il devait passer les checkpoints et aller à Jérusalem ou à Tel Aviv. Donc le premier, il a été inauguré, je ne sais plus dans quelle année, 14 comme ça, 15, par le ministre suisse des Affaires étrangères à l'époque. Et donc cette activité continue où nous soutenons des écoles de musique, des conservatoires en Palestine et en Israël. Et puis, il y a eu, tout à coup, j'ai une longue fréquentation de la musique classique. J'étais pendant longtemps à l'orchestre de la Suisse romande, pas comme musicien, mais j'étais 4-5 ans vice-président, ensuite 13 années président. Et je sais combien la musique est essentielle dans la vie, combien elle apporte, mais je sais aussi ses limites. Et ses limites, c'est qu'elle embellit tout. Elle a un petit côté pervers, la musique. C'est que si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, puis tout à coup vous écoutez de la musique, vous faites de la musique ensemble, ah, c'est magnifique, ça va très bien. Et puis ensuite, ça s'évapore. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas au fond des choses. Et pour aller au fond des choses, il y a un seul moyen, c'est le verbe. On n'en sort pas. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose pour l'écriture. Et bon, ça a pris vraiment des mois et des mois pour trouver la bonne formule. Et finalement, je l'ai trouvée, et c'était juste après la guerre de Gaza de 2014. J'ai proposé à l'université de Tel Aviv. Donc, j'ai créé une nouvelle fondation parce que malheureusement, la précédente, elle avait dans ses objectifs l'éducation musicale. Donc, j'en ai créé une autre qui s'appelle Fondation Arditi pour le dialogue interculturel. Et l'idée qui est aujourd'hui appliquée et qui a tout de suite démarré avec beaucoup de succès, c'est de demander à des étudiants de toutes les universités israéliennes, et même maintenant, pour la première fois, de l'université Ariel, qui est la première dans les territoires occupés,
la seule université dans les territoires occupés, de demander aux étudiants israéliens juifs d'écrire une fiction, quel que soit le sujet, mais lié à la situation, comme on dit, en se mettant dans la peau d'un Israélien arabe, et vice-versa. Ce projet a démarré avec, voilà, c'était le motto, c'était « in the other's shoes », comme on dit en anglais, dans les chaussures de l'autre. Et ça a tout de suite eu énormément de succès. La première année, on a reçu 550 textes écrits ad hoc. Évidemment, on donne des prix, enfin, il y a aussi une motivation dans tout ça, n'est-ce pas? La deuxième année, 500. La troisième, 500. Ensuite, on a dit, mais peut-être pour dynamiser ça, on va changer un peu la formule et on va mettre comme objectif d'écrire une pièce de théâtre où il y a à la fois des personnages juifs et à la fois des personnages arabes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Alors, la première année, et de nouveau, hein, l'université de Tel Aviv et les autres aussi, mais c'est l'université de Tel Aviv qui agit pour nous comme coordinatrice. Et l'université de Tel Aviv m'a dit, bon, tu auras quelques pièces, une poignée de pièces. Première année, 30. Deuxième année, 60. Troisième année, 130. Et maintenant, c'est la quatrième année qu'on fait des pièces et on en a une quarantaine à cause du Covid. Et pour l'instant, bah, on prévoit une mise en scène et ensuite par Zoom, quoi. Comme on fait maintenant dans beaucoup de salles de spectacle. Et on verra comment ça va jusqu'en décembre. En principe, c'est le 3 décembre. Donc, voilà un peu ce qu'on essaye de faire, de mettre les gens dans une situation où obligatoirement, ils doivent se mettre dans la peau de l'autre. Et ça, c'est fantastique. Je peux vous dire, la dernière fois, c'était en décembre, j'étais à Tel Aviv, à l'université, dans leur grande salle de théâtre. On a monté les 3 meilleures pièces, c'était bondé. Il y avait des juifs, il y avait des arabes, il y avait vraiment de tout. Et il y avait une atmosphère, vraiment. Quand vous voyez ça, vous dites, mais comment est-ce que ces deux peuples peuvent ne pas s'entendre? Pas qu'ils sont en guerre, comment est-ce qu'ils peuvent ne pas s'entendre? L'air était chargé de tendresse. Comme en 1917. Comme en 1917 et avant. Comme ça. Comme Justement. Ça. Et alors, la quatrième fondation n'a rien à voir avec ça, mais j'en dis quand même un mot parce que ça a à voir avec l'écriture. J'ai donc écrit L'enfant qui mesurait le monde. C'est l'histoire d'un petit enfant autiste. Et quand j'ai terminé, pour écrire ça, de nouveau, le personnage de l'enfant, au début, il était tout à fait marginal. C'est lui qui s'est imposé. Et je ne savais pas ce que c'était que l'autisme. J'avais un enfant qui parlait peu ou presque pas, qui était très nerveux. Et c'est un spécialiste de l'autisme que j'ai rencontré vraiment par hasard, que je connaissais, mais je lui en ai parlé par hasard, qui me dit, mais ton enfant, il est autiste. Et j'ai passé 1 an et demi à travailler avec des membres de cette fondation, qui s'appelle la Fondation Pôle Autisme à Genève, qui compte aujourd'hui une 60aine de collaborateurs, qui fait du diagnostic précoce, de la thérapie précoce, de la recherche et de la formation et de l'enseignement à l'université. J'ai commencé à travailler surtout avec 3 de ces médecins. Et vraiment, pour moi, l'autisme est devenu une sorte de... à la fois un paradis et un enfer. C'est un enfer pour ces enfants et c'est un paradis parce qu'on a le sentiment vraiment de toucher l'humanité la plus juste et la plus sincère qui existe. Ce sont ces enfants. Vous savez, la caractéristique d'un enfant autiste, c'est qu'il n'est jamais en 2e degré. Vous ne pouvez pas faire de blagues parce qu'il prend tout à la lettre. Mais ça, c'est aussi une preuve de très grande sincérité. Et la semaine, pas le jour, mais en 2015, la semaine où j'ai envoyé mon dernier fichier chez Grasset,
Le président de cette fondation, celui que j'avais vu en premier, est venu me voir au bureau et il m'a dit, tu sais, moi je préférais passer plus de temps à la médecine. Est-ce que tu voudrais prendre la présidence de cette fondation? Et j'ai accepté. Et voilà, ça dure depuis bientôt 5 ans. Voilà, c'est la 4e. Et on espère que ça continue longtemps parce que ce sont de merveilleuses initiatives. Et par rapport justement à ces discours à ces lettres, enfin à ces manuscrits que vous avez reçus, est-ce qu'il y a une publication qui a été faite? Est-ce qu'elle est prévue? Vous parlez de ce qu'ils ont écrit. Oui, des 3 dernières années, oui. Chaque année, l'Université de Tel Aviv, qui est donc la coordinatrice, publie un document, un petit livre, où il y a les 3 meilleurs textes dans 3 langues, français, hébreu et arabe. D'accord. C'est très joli, j'en ai une collection, c'est vraiment très très chouette. Est-ce que vous pourrez nous donner le nom? Alors, il faut que je vous envoie les vous me l'envoyez par mail? Oui, par mail, oui. Envoyez-le-moi par mail. Oui. Et je diffuserai aux autres pour ceux qui... De la coordinatrice de ça, et vous pourriez lui demander un petit assortiment. Je pense que ça lui ferait très plaisir. Parfait. Merci, Métine. Justement, je rebondis par rapport à cet art du dialogue que vous avez. Je trouve que vous avez toute comment dire, la prestance pour arriver à réunir quelque chose entre ces 2 peuples. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à vous engager davantage, que ce soit en politique ou en tout cas en tant que diplomate, dans ce conflit-là, ou au contraire, vous fuyez un peu ce monde-là et vous préférez vous consacrer aux fondations qui, par la littérature et les arts, permettent aussi cela? Écoutez, je ne le fuis pas du tout. Je suis attaché à cette problématique plus qu'on pense. Mais je suis citoyen suisse. Que voulez-vous que j'aille chercher dans la politique israélienne? Or, on voit comment se passent les choses, n'est-ce pas? C'est vraiment là où c'est là où tout se décide. Quant aux autres options, je peux vous dire personnellement, pour entrer dans le vif du sujet, personnellement, je ne crois plus, mais pas du tout, et depuis des années, à une solution à 2 États. Je crois à une solution à un État. Je crois finalement qu'on revient à la formulation de Martin Buber, le Brit Shalom. Un État avec des droits démocratiques pour tout le monde. Ça pose des tas de problèmes, mais si on ne fait pas ça, il y aura d'autres problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus violents avec le temps. Je ne suis pas sûr que le temps travaille en faveur d'Israël, malgré les derniers développements diplomatiques. Donc, je ne crois pas à cette solution à 2 États. Il y a une quinzaine d'années à peu près, il y a eu à Genève, vous savez, les accords de Genève, il y avait des Palestiniens, des Israéliens qui ont fait ensemble tout un projet. Ce projet n'a jamais rien donné pour une raison très simple, c'est qu'il était peut-être très bien, mais il a totalement mis de côté les politiques qui ont le pouvoir. Il est resté là. J'en ai un exemplaire à l'étage. Voilà, c'est resté un truc, ça n'a rien donné. Je voudrais beaucoup faire quelque chose qui aille moins dans le détail, mais qui propose une solution à un État. Je l'ai fait souvent dans des chroniques. Vous savez que j'avais pendant 3 années tenu une chronique hebdomadaire dans le journal La Croix. J'en ai parlé souvent, j'en ai parlé dans d'autres journaux suisses aussi et des magazines. Et un jour, comme j'ai beaucoup de contacts très, très heureux et très, très positifs avec un certain nombre de diplomates suisses, puisque je suis ambassadeur de l'UNESCO, donc ça facilite les choses. Et j'ai parlé un jour avec le chef
ce qu'on appelle le Middle East Desk, n'est-ce pas, le bureau Moyen-Orient à Berne, au ministère des Affaires étrangères, qu'on appelle en Suisse Département fédéral des Affaires étrangères, qui est devenu un ami, puisqu'on a été souvent en Palestine et en Israël ensemble. Et je lui ai dit, écoute, moi je voudrais prendre en charge une équipe qui examine dans le détail, mais pas trop de détails, comment on pourrait imaginer une solution à un État. Mais je ne peux pas le faire sans l'appui de la Confédération, de l'État suisse. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas l'autorité politique pour le faire. Il faut que je sois suivi, serait-ce que sous la forme d'un projet, d'une étude. Je la prendrai en charge. Il faudrait faire venir des gens de gauche, de droite. Tout ça, je m'en occupe. Mais il faut que la Suisse me soutienne. Et il m'a dit, on ne peut pas. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que nous, on est pour la solution à 2 États. Je dis, est-ce que tu penses que cette solution est possible? Il m'a dit, absolument pas. Cette solution est impossible. Mais la position formelle de la Suisse, c'est de maintenir cette ligne. Et j'en ai parlé avec d'autres ambassadeurs de Suisse. Et ils m'ont tous dit la même chose, que ce soit celui de Paris, celui de Tel Aviv. Ils m'ont tous dit la même chose. Et d'une manière générale, quand on entend des hommes politiques parler de la situation au Proche-Orient, vous n'en trouverez pas un qui ne dise pas « Ah, mais moi, je suis pour une solution à 2 États ». C'est totalement impossible, totalement impossible. Ou alors, c'est vraiment un vrai État et puis une sorte de Bantoustan qui ne fait même pas rigoler, je veux dire. Mais une solution à 2 États dignes l'un et l'autre, c'est impossible. En un mot, il y a 15 ans, avec à la tête d'Israël un grand militaire, un chef de guerre, Sharon, Ariel Sharon. Sharon qui avait vraiment la confiance du peuple, pas comme Netanyahou, qui n'a pas fait le service. Sharon dit, on va rendre Gaza. Gaza, c'était 5000 colons et une terre qui n'était pas biblique. C'était un traumatisme terrible en Israël de sortir ces 5000 colons. Ils s'accrochaient aux tables, aux chaises et aux lits. Il fallait que l'armée les prenne physiquement, les arrache. En Cisjordanie, ils ne sont pas 5000, ils sont 500 000. Je ne compte pas ceux qui sont dans la couronne de Jérusalem. 500 000. Et c'est une terre biblique. Et on peut penser ce qu'on veut. Dire le terre biblique, ça ne veut rien dire. Eux, ils y croient. Et donc, déplacer ces 500 000, ça veut dire faire une guerre civile. Personne ne veut ça en Israël, et heureusement. Donc, la solution à 2 États, elle est à exclure. Je voudrais bien faire quelque chose pour une solution à un État qui soit, comme vous le dites, plus explicite qu'un livre dédié du reste à Martin Buber qui prônait cette solution. C'est la seule position politique que je prends dans ce livre, c'est le dédicataire. Ça dit beaucoup de choses, mais bon. Actuellement, c'est vraiment impossible. Et puis, il y a de tels chocs, vous voyez, avec le rôle de Trump dans cette affaire. C'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas réalisable. Et il y a des forces très puissantes c'est comme si vous êtes pris dans une tempête. Vous n'arrivez pas à contrôler. Les forces très puissantes, c'est les intérêts des pays sunnites qui s'unissent à Israël pour contrer l'Iran et toutes sortes d'autres considérations économiques et industrielles
Vous voyez qu'aujourd'hui, Israël arme l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est armé par Israël. Israël n'a pas reconnu le génocide arménien. Vous voyez, ça c'est la politique. Et si on veut faire quelque chose, alors il faut aller là-bas, s'installer, apprendre l'hébreu et faire ses armes dans les partis. Mais c'est quelque chose que moi je ne peux pas faire. Merci Métine pour ces éclaircissements. Benoît? Oui, bonsoir Métine. Merci déjà un peu comme tout le monde. Merci pour vos propos. Merci pour votre sagesse et tout ce que vous nous partagez. C'est vraiment fabuleux. Moi, j'avais eu l'occasion de vous connaître lors du prix Point et également l'année dernière sur le prix de l'art de vivre parisien, quand vous aviez écrit ce magnifique livre, où à la fin, justement, vous écrivez que depuis l'inoubliable semaine au cours de laquelle ma mère m'a fait découvrir Paris, blablabla, etc., j'ai grandi à travers la France, je me suis nourri de sa langue. C'est une formidable déclaration d'amour. J'aurais une double question, du coup, même si vous avez déjà beaucoup répondu à tout cela. Qu'aurait été Métine Arditi s'il n'avait pas eu ce voyage et s'il n'avait pas fait faire ce voyage à chacun de ses petits-enfants par la suite? Et justement, quel est le regard extérieur et à la fois intérieur de Métine Arditi sur ce côté très négatif, très French bashing, si je peux m'exprimer en franglais, suscité par les Français? Le Français est toujours à se plaindre, a toujours quelque chose qui ne va pas et jamais satisfait. C'est toujours mal. Alors que quand on vous écoute, quand on écoute d'autres également, on est dans un des plus beaux pays au monde et il faut le reconnaître. Ouais, c'est une situation qui est vraiment très paradoxale. Le Français, on dit qu'il se plaint beaucoup. Hélas, souvent il a raison. Il a raison. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, j'en ai souffert personnellement parce qu'il y avait tout le temps les grèves, je n'arrivais pas à organiser mes voyages. Enfin, mais je ne peux pas dire, évidemment, je ne peux pas être d'accord avec la violence, ça c'est totalement exclu. Et ce qui s'est passé, ce n'était pas que les Gilets jaunes, il y avait des voyous professionnels qui étaient venus casser et mettre Paris à feu et à sang. Cela devait être vraiment très lourdement condamné. Mais au départ, c'était quoi? C'était la question des 80 km/h et c'était la question du prix du gazole. C'était des questions très concrètes. Et les 80, pourquoi? Pas parce que les gens voulaient absolument rouler à 90, mais parce qu'ils doivent faire leur travail et gagner leur vie. Le grand problème, et ce qui se passe maintenant, vous voyez, ce qui se passe maintenant depuis des mois avec l'histoire des masques, avec l'histoire des tests, tout ça relève d'une très, très mauvaise organisation. Et quand je vois ce qui se passe, très narcissiquement, je pense à mon livre. Parce que mon livre, vraiment, il en fait une analyse totalement lucide. Depuis le XVIIe siècle, il y a une verticalité dans la société française. Une des entrées du dictionnaire, c'est une phrase, une portion de phrase de Saint-Simon qui dit jusque du moindre de ses regards. C'est quand le roi venait à Versailles dans les salons et c'est sous la lettre J, et les courtisans regardaient et se demandaient est-ce qu'il va me voir, est-ce qu'il va me sourire, faire semblant de ne pas me voir. Il dépendait de lui. Je raconte aussi dans le dictionnaire que quand il y a eu en juillet 18, je crois, le grand interview de Benalla au journal Le Monde, il décrivait le fonctionnement de l'Élysée. On aurait pu changer Élysée en Versailles.
et on se retrouvait au XVIIe siècle. Dans une situation pareille, dans un dispositif pareil, le Kidam, le pauvre Kidam, quelle est sa voie de salut? Eh bien, sa voie de salut, du moment qu'il n'est pas observé avec un œil objectif, mais capricieux, sa voie de salut, c'est de plaire. Et ça, c'est ce qui fait évidemment la force de la France. La France est un pays merveilleux pour qui le visite, parce que ce goût de plaire a créé mille et une très très belles choses, une architecture extraordinaire, la mode, les parfums, le théâtre, la musique, tout ce qui va dans le sens d'une société quasiment idéale, de rêve, raison pour laquelle la France est le pays au monde qui attire le plus de touristes. Simplement, il y a un coût à cela, c'est-à-dire que lorsqu'on veut plaire, on rechigne à être besogneux. Or, le fonctionnement d'un pays, d'une industrie, passe par la petite besogne. On n'a pas compté les masques, on ne s'est pas organisé pour le suivi des clusters. Il y a des problèmes, disons, d'un rang très, très inférieur qui n'ont pas été réglés. Mais évidemment, pour tout ce qui est du panache et de la parole, là, effectivement, il y avait des gens qui étaient imbattables. Pardon de le dire, mais moi je compare ça à la parole de nos politiciens suisses que j'entends tous les jours. Elle est vraiment beaucoup plus humble. On essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Oui, j'ai écouté l'autre jour Madame Merkel. On aurait dit une gentille dame, professeure d'école secondaire, qui expliquait le développement du Covid dans son pays. Voilà, le problème de la France, c'est qu'elle a, depuis des siècles, ce système de valeurs qui met en avant ce qui est beau, ce qui plaît, et qui rechigne à être besogneux. C'est ça. Je ne sais pas comment dire les choses plus gentiment, même si ce n'est pas toujours très gentil. Mais je ne le cache pas dans mon dictionnaire. On le sent comme dans vos romans, on le sent en filigrane en fait. C'est parfaitement dit. C'est fait avec douceur. C'est fait avec douceur, même si les propos sont grinçants et, à mon sens, véridiques. Oui, parce que effectivement, c'est une situation paradoxale. Vous le voyez bien. Enfin, maintenant, avec le Covid, ce n'est pas le cas, mais sinon, je suis à Paris chaque semaine. Je ne veux pas vivre sans ça. Et je cherche des motifs pour y aller. Et donc, je suis vraiment tiraillé entre un amour et une admiration vraiment sans réserve. Et en même temps, ce souci tout ce qui relève du besogneux, par exemple en Suisse et en Allemagne et dans les pays du Nord, il y a de très très importants systèmes d'apprentissage. En France, l'apprentissage, il est vraiment relégué très loin. Il y a beaucoup de gens qui font le bac, qui vont à l'université, et puis il y a un engorgement à l'université. L'apprentissage, alors, il y a peut-être 1 an ou 2, j'ai écouté un ancien ministre de l'Éducation, Monsieur Ferry, Luc Ferry. Eh oui. Et Monsieur Ferry disait, et ça c'est vraiment très très intéressant ce qu'il disait, ça dit tout. Il disait oui, évidemment, les jeunes, pour eux, l'apprentissage, c'est moins glorieux que d'aller à Polytechnique. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des écoles polytechniques de l'apprentissage. Eh oui, mon cher, il y a de quoi se prendre la tête dans les mains. Parce qu'en disant ça, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, c'est une bêtise vraiment immense. Mais surtout, ce qu'il fait,
D'abord, il manipule les jeunes. On leur dit non, mais tu vas aller dans une école polytechnique, mais bon, c'est une école d'apprentissage, tu vas apprendre à visser des boulons, enfin, mais c'est une école polytechnique quand même. Là, on se fout du monde. Et puis, je trouve que c'est très bête et très insultant à l'égard des métiers vers lesquels débouche l'apprentissage. Et vous savez, pendant des années, moi, je me suis occupé d'immobilier. Je n'ai jamais rencontré un plombier, un chauffagiste, un électricien qui ne soit pas très intelligent. Jamais. Des banquiers, souvent. Des banquiers surdiplômés, souvent. Mais des gens qui travaillent dans les chantiers, qui sont obligés de trouver des solutions pratiques, rapidement, qui travaillent souvent en plein air, c'est-à-dire qui sont en forme, et qui ont aussi dans leur travail un grand degré de liberté, beaucoup plus que s'ils étaient dans un bureau. Eh bien, ceux-là, il faut les honorer, mais il faut les honorer sincèrement pour leur travail. Pas en disant aux jeunes, vous allez faire ce travail et avant ça, vous allez aller dans une école polytechnique d'apprentissage. C'est idiot. Donc, il y a cette sorte d'obsession du lustre et du paraître qui est terriblement délétère. Le résultat de ça, en un mot, c'est une industrie qui vend au prix allemand une qualité au prix espagnol. Dit brutalement, c'est ça. Et donc, il y a un problème économique. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu un accident en France. Je me suis très, très mal cassé la jambe. Et j'ai été soigné, opéré à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où j'ai eu ensuite des soins avec les kinés, etc. Et puis ensuite, on m'a amené en Suisse en ambulance et puis j'ai poursuivi ma rééducation en Suisse. Vous savez qu'entre le kiné français et le kiné suisse, son salaire va du simple au quadruple. Les professeurs d'université, je parle des professeurs qu'on appelle carrière exceptionnelle, qui sont professeurs au Collège de France, en fin de carrière, leur salaire, par comparaison au salaire comparable suisse, c'est du simple au triple. Donc, et la vie est aussi chère à gauche qu'à droite, grosso modo. Donc, le problème en France est un problème économique, basique, et c'est normal que des Français se plaignent. Et tous les kinés à Genève sont français. Tous ceux que j'ai vus étaient des Français. C'est bien, ils viennent ici, ils sont tout contents. Et on est aussi content de les avoir parce qu'ils sont bons. Ils vont soigner. Alors, Métine, avant de passer la parole aux autres questions, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, ne bougez pas, je la fais. Voilà, il suffit juste de sourire. 3, 2, 1. Alors, attendez. 3, 2, 1. C'est bon, super. Merci, Métine. Et alors, avant, Métine, j'avais 2 questions. Alors, ce n'est pas des questions, mais j'aimerais peut-être qu'on fasse le pitch du roman, parce que certains ne l'ont pas lu. Est-ce qu'on peut faire le pitch du roman et surtout nous lire un extrait que vous avez préparé on l'a vu hier. Oh, ciel! Ciel, mon livre. Et je ne sais même pas si j'ai un livre dans la maison, parce que je ne suis pas sûr. C'est vrai? Non, je ne sais pas. Bah, je vais faire le pitch. Le pitch. Alors, allons-y pour le pitch. Que se passe-t-il dans la tête d'une enfant qui est extraordinairement heureuse dans sa ville? Sa famille juive palestinienne partage une maison de 2 logements avec une famille palestinienne arabe catholique. Et pour ces 2 logements, il n'y a qu'une seule cuisine.
Et la vie de ces deux familles se passe très largement dans la cuisine. Et ces deux familles ont un attachement l'une pour l'autre qui fait qu'en réalité, elles ne forment qu'une seule famille. Rachel est la fille de Ruzika, qui est sage-femme, et Ruzika a aidé à l'accouchement de sa voisine, Aïcha, qui a accouché d'un garçon qui s'appelle Mounir, qui a 2 ans de plus que Rachel. Et lorsque Rachel est née, sa mère n'avait pas de lait, et c'est Aïcha qui a nourri Rachel. Donc Rachel et Mounir sont frères et sœurs de lait. Ils sont très heureux à Jaffa, jusqu'au moment où il y a un tel afflux de juifs ashkénazes venant d'Europe de l'Est que commencent à naître des mouvements nationalistes palestiniens auxquels Mounir adhère avec toute sa fougue. Rachel se retrouve donc dans la situation d'une juive arabe qui aime évidemment éminemment ses voisins au sens large, et qui ressent aussi une solidarité à l'égard de ces juifs qui ont été si maltraités dans les pays de l'Est et qui viennent en quelque sorte trouver refuge en Israël, en Palestine. Alors voilà, Rachel est déchirée. Elle qui aime tellement raconter des histoires, qui a une imagination folle, qui est une fillette qui est comme ça beaucoup plus grande que son âge, qui est très massive, qui a une très très belle tête, mais enfin elle se rend bien compte qu'elle n'a pas un physique d'actrice légère. Mais elle préfère écrire, et donc elle va, durant toute sa vie, s'appuyer sur son art pour trouver la force d'affronter les malheurs qui seront non seulement les malheurs de son peuple ou de l'autre peuple palestinien, mais aussi ses malheurs personnels. Un très beau pitch. Très beau pitch qui valait bien une lecture du livre, quasiment. Désolé, entièrement fautif. Jean-Marc? Oui, je vais vous ramener au livre. J'ai deux questions. La première, tout à l'heure, vous nous avez expliqué justement que d'un point de vue politique, vous n'aviez pas mis vos opinions, à part dans la préface. En tout cas, vous n'étiez pas engagé dans ce livre. Pour autant, j'ai l'impression que très souvent, en fait, qu'il y a quand même un message d'équilibre. Alors, je ne dis pas de neutralité, justement. Quand vous dites que vous n'êtes pas engagé, je mets une différence entre la neutralité et l'équilibre, même une différence énorme. Mais notamment, j'ai eu l'impression, justement, que ces rappels à l'histoire que vous faites, de mon point de vue extérieur, c'est-à-dire pas très expert sur ces thématiques-là, très souvent, les différentes personnes se rapportent à des faits précis de l'histoire qui se contredisent souvent ou qu'on s'accaparie justement de manière opportune. Et vous, finalement, le message, c'est de dire, mais non, si on se projette sur une longue durée, l'histoire lisse tous ces phénomènes et on est dans un équilibre sur une longue durée. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Est-ce que c'est ce que vous avez justement voulu faire passer avec un équilibre qui fait que les forces, à un moment donné, ont été plus fortes ou pas dans chacun des camps, mais que sur une longue durée, voilà, tout ça s'équilibre, d'où cet appel à vivre ensemble. Ça, c'était ma première question. Et puis, quand vous dites que vous n'êtes pas fortement engagé ou impliqué, j'ai eu l'impression aussi, je voudrais qu'on parle du théâtre, qui est quand même très présent dans le livre. Certaines fois, ça m'a un peu rappelé le livre de Chalandon, le 4e, monté dans un Beyrouth un peu déchiré. Et je reviens sur le théâtre, c'est là où vous faites passer finalement les messages les plus forts, les messages les plus choquants. J'imagine que c'était voulu. Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'écrire aussi des pièces maintenant? Voilà, 2 questions un peu en une.
Voilà, là, je ne vous entends plus, mais vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Oui, c'est oui, bon. on vous entend, Métine, c'est bon. Alors, donc, pour répondre à la première question, évidemment, ce n'est pas du tout voulu, mais c'est comme ça que se sont passées les choses. Je vous raconte une petite histoire. Il y a une dizaine d'années, même plus, une douzaine d'années, j'étais en séance de signature à Genève, chez Payot. Et puis, il y avait un monsieur qui attendait pour que je signe son livre. Puis j'entends sa voix. Sa voix était vraiment tout à fait particulière. Je ne le reconnais pas, lui, personnellement, mais je reconnais sa voix avec une certitude absolue. C'était Ibrahim Sousse. Ibrahim Sousse, qui était pendant longtemps, mais il y a peut-être 20 ans de ça, le délégué de la Palestine, je ne sais plus si c'était pour la France ou pour l'Europe. Enfin, il habitait Paris et on le voyait souvent dans les débats. Et puis, évidemment, je dis évidemment, on pactise et on devient amis et on se voit avec les épouses, etc. Et Ibrahim Sousse me dit que lui, il est anglican. Ah bon? Je dis, mais comment est-ce que tu peux être anglican? Il me dit, écoute, c'est pas compliqué. Pendant longtemps, il y avait des gens qui venaient de partout, qui faisaient des colonies. Le mot colonie avait une autre consonance. Il y avait des Américains, American Colony. Il reste un hôtel. Il y avait des Suédois, les Allemands avec les Templiers, les Écossais. Et il me disait la proposition que ces gens faisaient aux locaux, c'était envoyez-nous vos enfants, on va les éduquer, on va leur donner l'école, on va leur faire l'école, et puis on va en faire des chrétiens. Alors c'est la raison pour laquelle un jour, je le raconte quelque part en Palestine, à Bethléem, je suis invité à déjeuner dans une famille de Bethléem, et nous étions 10 à table, il y avait 6 religions autour de la table. Donc c'était une société éminemment plurielle. Et puis, Ibrahim me dit, on parle de musique, puisque je m'occupais à l'époque, j'étais à l'orchestre de la Suisse romande, et il me dit qu'il est un pianiste accompli, il a fait sa virtuosité, etc. Il a donné des concerts. Et il me dit que, en fait, son père était violoniste et que cette inclination vers la musique, c'est quelque chose, à ses yeux, qui donne, qui indique tout à fait ses racines juives. Et il me dit, du reste, Sousse, ça vient de Zeus. Et Zeus, c'est un nom qui est typiquement juif, c'est un patronyme juif. D'ailleurs, il y avait eu un film au temps de Hitler sur le juif Zeus. Et donc, vous voyez cet homme qui est arabe, qui est palestinien, qui est anglican, qui a des racines juives, il incarne ce peuple. Donc, moi, je ne cherche à faire aucun lissage sur l'histoire. Je n'ai pas cette ambition. Mais la réalité, elle est là. Rita? Oui. Alors, j'ai une question concernant le titre. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce titre? Est-ce que c'est plutôt la maison d'édition? Et si c'est vous, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Avec plaisir. Il vous plaît ou que pas? je trouve beau d'ailleurs. Il est beau. Oui, Écoutez, oui, que je trouve vraiment, oui. C'est un des titres que j'avais proposé, mais j'en avais proposé d'autres aussi. Vous savez, on vit avec l'angoisse de trouver le bon titre. Alors, au fil de l'écriture, on change, on en a un, on en a un autre. Alors, le tout premier titre auquel j'avais pensé, je trouvais que c'était un titre formidable, mais ça, je voyais que ça ne marchait pas du tout. J'ose vous dire, vous êtes d'Orient? Vous êtes oriental? Vous venez de où? Vous-même? Oui, je suis d'origine marocaine. Marocaine. D'origine marocaine. Alors, je parlais à un de mes amis, je ne sais plus s'il est
un juif du Maroc ou d'Algérie, je ne sais plus. Et alors, je lui ai donné le titre, c'était Rachel Effendi. Et il me dit, c'est quoi Effendi? Bon, j'étais déçu. Effendi en turc, c'est monsieur, c'est seigneur, n'est-ce pas? Et alors, je me disais, mais Rachel, elle a quelque chose de seigneurial. Alors, le fait de mélanger un prénom féminin avec une appellation, et dans mon esprit, c'était Aïcha, la voisine, qui l'appelait Rachel Effendi, parce que les Turcs étaient là. Donc, tout le monde parlait un peu le turc à l'époque, n'est-ce pas, à l'époque ottomane. Les Turcs étaient là. On les appelait les Effendi, les seigneurs. Bon, alors j'ai abandonné cette piste. Après, je me suis dit Rachel Pacha, qui apparaît du reste, même à la fin, à la toute fin, vous verrez. Rachel Pacha. Le Pacha, tout le monde sait ce que c'est. Non? Oui. Et puis, j'avais Rachel et les siens. Et puis, finalement, mon éditeur, le président de Grasset, en fait, c'est lui qui m'a dit oh, écoute, je pense que c'est quand même le plus beau des titres, Rachel et les siens. C'est généreux. C'est un peu dans son esprit. Rachel Pacha, ça fait un peu plus exotique, c'est un peu plus sibyllin. Alors voilà, le titre appartient à l'auteur. Mais bon, on discute avec l'éditeur, n'est-ce pas? Il n'est pas là pour me faire du mal, il est là pour m'aider, pour aider le livre. Donc on discute. Donc la décision, elle a été prise ensemble sur un titre qui était de ma plume, si j'ose dire, mais que lui préférait aux autres. Disons à l'autre, parce qu'en fait, il y avait le Rachel Effendi, ça n'a pas marché du tout. Ça aurait été Rachel Pacha. Voilà, vous savez tout. Karine? Et qui est très beau, effectivement. Et qui est dans le roman également. Qui est cité dans le roman, le titre. Ce qui est plutôt rare. Oui. Karine? Oui, bah, justement, j'avais une question par rapport au titre, donc du coup, je me suis fait un peu squeezer. Et je voudrais juste... vous nous avez expliqué que ce roman, vous l'avez gardé en fait depuis une dizaine d'années. Oui. Parce que le sujet était difficile, vous avez bien expliqué. Est-ce qu'il y a un thème qui vous tient à cœur ou qui vous hante un peu et que vous n'avez jamais encore osé aborder dans un de vos livres? Écoutez, je ne peux pas vous dire ça comme ça, parce que je ne peux pas vous dire ça comme ça. Là, par exemple, j'ai le suivant, il est écrit, il est chez l'éditeur. Je ne sais pas quand il va sortir, mais pas tout de suite, parce qu'il y en a un qui vient de sortir. Donc. Celui d'après, il est très largement en cours d'écriture. Je crois que moi, je pars d'une histoire. Je ne pars pas d'un thème. Je pars d'une histoire, d'un personnage qui fait ceci, fait cela, va à gauche, va à droite. Et autour de l'histoire, ensuite, il y a en quelque sorte du matériau qui vient et qui la recouvre. Mais je ne sais pas toujours de quoi il s'agit quand je commence. Je raconte une histoire. Par exemple, pour l'enfant qui mesurait le monde, l'histoire du petit garçon autiste, je me souviens qu'un jour, j'étais à Genève dans un embouteillage, je conduisais, je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire ce livre? Il était terminé. Je veux dire, quel est le thème au fond de ce livre? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et alors qu'il était fini, je crois que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que dans la vie, contrairement à ce qui se passe en matière de construction, on
en matière de construction, quand on veut construire sa maison, on construit sa maison. Dans la vie, quand on veut se construire soi-même, il faut construire un autre. C'est en construisant l'autre qu'on se construit soi-même. On ne se construit pas soi-même de façon autonome. C'est un peu le thème de Martin Buber. Hein. C'est un peu la même chose, le je et le tu. Mais il a fallu que je termine le livre pour comprendre que dans ce livre, la relation entre Yanis et Eliot, le vieil Américain qui le prend sous son aile, dégageait cette vérité. Je ne pouvais pas le savoir avant. Et heureusement du reste. Parce que sans ça, ça devient didactique et ça devient lourd. Moi, je raconte des histoires. J'avais deux dernières questions peut-être, Métine. La première, c'est que par quel roman de vous doit-on commencer pour vous découvrir? Est-ce que vous avez un roman qui permet d'entrer dans votre univers? Et la deuxième, notamment pour ceux qui ne vous ont jamais lu, et la deuxième, c'est votre rapport à la Turquie, tout simplement. Est-ce que vous conservez une attache particulière à ce pays, aujourd'hui dirigé par Erdogan, qui est particulièrement véhément, mais quel est ce rapport aujourd'hui avec ce pays qui est votre pays au final, mais peut-être pas, la notion de vôtre est peut-être mal adaptée? Alors, pour répondre à votre première question, chacun de mes romans est un morceau de moi-même. Vraiment, il n'y en a aucun que je mettrais au-dessus ou au-dessous des autres. Probablement que Rachel et les siens, comme c'est le dernier, c'est le plus abouti. Ça, c'est assez logique. Mais bon, si vous prenez Carnaval noir, il y a aussi beaucoup de moi-même, beaucoup d'art, beaucoup de peinture, beaucoup de nouveau des problèmes de relation père-fils. Avant ça, il y a eu L'enfant qui mesurait le monde. Avant ça, il y a eu Juliette dans son bain aussi. Chacun de mes livres, c'est une partie de moi-même. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Il n'y a aucun qui est le résultat d'un... Et puis, mon père sur mes épaules aussi, c'est quelque chose qui est très, très intime. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense que s'il faut choisir un livre, il faut prendre le dernier. C'est celui qui vient de sortir de la boulangerie. Enfin, je veux dire. Et puis, votre question, la dernière, sur la Turquie, c'est de nouveau une situation très paradoxale, parce que, évidemment, j'aime infiniment ce pays. Et puis, ce qui se passe maintenant est préoccupant, très préoccupant. J'en suis conscient. Vous savez, j'ai écrit il y a quelques années dans un magazine suisse qui s'appelait L'Hebdo, qui n'existe plus, mais c'est un très bon news magazine, c'était le seul en Suisse romande. J'ai écrit un message, une lettre ouverte à Erdogan, selon laquelle il devait absolument reconnaître le génocide arménien. Et le journal, où j'écrivais régulièrement, a été d'accord de mettre sur une double page mon texte en français et le texte en turc. Et donc, ce texte a fait le tour de tous les sites en Turquie, en Arménie, et j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai été convoqué par l'ambassadeur à l'UNESCO. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? On avait organisé, vraiment, j'ose le dire en mon honneur, un symposium à l'université d'Ankara, la plus grande de Turquie, sur les turqueries dans la littérature française. Le symposium a été annulé. Enfin, je ne vous dis pas. J'ai eu des problèmes. Pourtant, j'aime ce pays et je le considère comme extraordinairement attachant. J'essaye d'être lucide, un peu comme Zübeyde Hanım, le personnage, la dame âgée qui habite dans le même immeuble que Rachel à Istanbul, qui a un regard très lucide sur son peuple et son pays.
mais qui en même temps le trouve merveilleux et lui est très attaché. Donc, voilà, j'en suis de nouveau à une situation paradoxale. Rita, pour la dernière question peut-être? Oui, alors ma question, c'est vous introduisez chaque chapitre avec le lieu, la date et l'heure. Donc, effectivement, c'est un formidable repère qui nous permet de nous situer. Et donc, en fait, et même, j'irais même jusqu'à dire, c'est finalement aussi une sorte de compte à rebours qui nous fait même appréhender le chapitre qui suit. Moi, je trouve que c'est vraiment formidable. Mais ma question, et c'est plus par curiosité, pourquoi avoir choisi aussi d'indiquer l'heure en plus de la date? Est-ce que c'est pour accentuer peut-être cette notion de ce temps précieux qui s'écoule? Est-ce que c'est... Il y a plusieurs motifs parce que il y a des cas où c'est le même jour à des heures différentes. Vous voyez? Donc c'est important. La chronologie est importante. Et puis situer au maximum, oui, c'est... Disons que ça va avec aussi la manière d'avoir des chapitres plutôt courts, ciblés. Voilà. Oui, très court. Oui. Ok, merci. Merci Alors, beaucoup. Merci. Alors, beaucoup. j'en rajoute une. Est-ce que je peux me permettre une dernière question, Métine, parce que sincèrement, j'ai du mal à me réfréner avec vous. C'est tellement passionnant que j'en ai encore une autre. C'est vos rapports avec votre éditeur. Alors, je ne sais pas si c'est votre éditeur ou éditrice, ou si c'est Bernard Grasset qui s'occupe de vous en particulier. Est mort depuis longtemps. Non, c'est Olivier Nora. Ouais. Mais j'ai Bernard Grasset. Olivier Nora. Mais les éditions s'appellent toujours éditions Bernard Grasset. Ça, c'est vrai. Olivier Nora qui me lit. Mais j'ai un éditeur. En anglais, il y a deux mots. Vous savez, il y a le publisher, c'est-à-dire c'est la maison, et il y a le editor, qui est en quelque sorte l'accompagnant artistique, n'est-ce pas, qui travaille le texte. En anglais, to edit, ça veut dire corriger un texte. Et donc, mon éditeur, c'est Charles Dantzig, qui est un écrivain connu, de grande qualité. Voilà. Et par rapport à ces interventions, comment ça se profile? Est-ce qu'il vous laisse une liberté totale et ça s'affine au fil du temps? La liberté est bien entendu totale de mon côté, mais en même temps, moi, j'aborde nos rencontres et ces lectures avec beaucoup d'intérêt parce que je suis évidemment toujours enchanté de recevoir des critiques constructives. C'est le rôle d'un éditeur de relire un texte. Moi, je ne peux pas le relire d'un œil neuf, c'est pas possible. Et il faut un œil neuf, et puis, oui, je préfère, alors, de loin, et je me vexe jamais, vous savez. Je crois que je suis vraiment trop vaniteux, parce que je préfère qu'on me fasse les critiques pendant que l'écriture peut encore être modifiée, qu'après coup, on me dise, mais là, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas ton personnage, il n'a pas l'air sincère. Voilà, s'il y a quelque chose à revoir, c'est avant. Donc, je suis reconnaissant à l'éditeur de lire et de me faire ces remarques qui peuvent être aussi gentilles, hein, c'est pas exclu. Non, j'aime beaucoup ce travail et Charles Dantzig est un brillant homme de lettres. C'est une chance. Merci, Métine. Merci pour ce merveilleux moment que vous nous avez offert. On a été captivés et passionnés parce que vous êtes passionnant tout simplement. Alors merci. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Et voilà, c'était véritablement un grand plaisir. Et une autre fois. Bien sûr, avec grand plaisir, Métine. Merci. Merci, Métine. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Ouais. Au revoir. Encore merci pour tout. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée aussi. Au à revoir. Au revoir et merci. À bientôt.